Salut, bonsoir. Bonsoir, Jean Taverne. Voilà, bonsoir. On va attendre pour les gens. Attendez. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne soirée. Ah, j'ai fait une erreur. Titre. Attends. J'ai fait une petite erreur. Wait, gate in. Voilà. The beds and beer are both lousy, you ask me. Voilà. Je vais rester là. Il y a les gens. Là. Salut. Hello. I will talk to you in English. You speak English. I am waiting for people and then we will begin the reading. I don't know if it sent out the thing on my... Voilà. Alors, un petit avertissement. Petit avertissement. Je pourrais faire les erreurs en parlant. Je suis fatiguée et bilan. Je suis fatiguée et bilan. How are you? I hope you are doing well tonight. Moi qui va regarder le stream sont américaines et anglais. Is the stream glitching for you? Or is it just glitching for me? Is it glitching? Are we glitching? Are we good? D'accord. Si vous n'avez pas vu dans le titre, on va lire Noé et moi. C'est Noé et moi, Delphine et Végan. Noé et moi, c'est un autre avertissement. C'est bonjour. Bonsoir. Salut. How are you? I hope that you are both doing amazing. Hope you're both doing well. And having an amazing night. Tu aimes personne? My high school level French is working overtime. Est-ce que tu peux me comprendre? Can you understand me? D'accord. Le livre, Noé et moi, c'est c'est bon, mais c'est un petit peu triste. I will say it in English as well, just so we can all be aware. The book is sad. I'm going to say it in both languages so that everyone can have the same warning. It covers topics anxiety, severe depression, death, specifically the death of children, and homelessness. Alors, le livre,
Mais beaucoup des topics tristes, comme sans-abri, dépression sévère, l'anxiété et aussi mort spécifique, les morts des bébés. D'accord. On va commencer avec le résumé. D'accord? On va lire le résumé. Alors, ce livre, c'est Noé et moi, Delphine et Végan. D'accord. Noé et moi, le résumé. Ah non, non, je dois faire quelque chose d'autre. Le Discord. Okay, if you want to, I have a Discord server. We have a lovely community over there. Feel free to join. That's pinned there. To get updates about streams and things like that. Okay. Okay. It is my first reading stream. So I am going to be a bit all over the place. Sorry about that. If you're new, I'm not normally like that. Ok, on va commencer avec le résumé, d'accord. Is that stream glitching for you guys? Or is it just for me? Because for me it's glitching on like loading, buffering. Let me check. The beds and beer are both lousy, you ask me. It's fine. Ok. Le résumé. Le résumé, d'accord. Ah non. Non. Advert. Chaos. We're glitching a little bit. Ok, merci. I don't know why. I'm bringing down the bitrate. Hopefully that helps. I brought down the bitrate. You need to join the Discord. Feel free to join the Discord. It's there for you if you would like to join. Discord is there. We have lovely people. Okay, I brought down the frame rate. D'accord. Voilà. I'm now going to begin by reading the blurb of the book. Le résumé. D'accord. On va commencer. Delphine et Végan, Noémie. Il avait l'air si jeune. En même temps, il m'avait semblé qu'elle connaissait vraiment la vie. Ou plutôt qu'elle connaissait de la vie quelque chose qui faisait peur. Adolescent surdoué, Louis Bertignac rêve d'amour, observe les gens, collectionne les mots, multiplie les expériences domestiques et les théories fantastiques. Jusqu'à jour où elle rencontre No. Une jeune fille à peine plus âgée qu'elle. No, ses vêtements sales, son visage fatigué. L'autre dans la solitude et l'errance questionnant le monde. Pour le sauver, Lu se lance alors dans une expérience de grande envergure, menée contre le destin. Mais nul n'est à l'abri. D'accord, c'est le résumé. Et puis on va juste commencer, je crois, avec chapitre 1. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée et que ouais, j'ai rien fait, doucement. Alors, voilà. Is the stream okay now? Because I'm going to begin the reading. I think we're good. I think. Yes.
Mademoiselle Bertignac, je ne vois pas votre nom sur la liste des exposés. De loin, Monsieur Marin m'observe, le sourcil élevé, les mains posées sur son bureau. C'était compté sans son regard emporté. J'espérais le sursis, cette fois grand délit. 25 vers d'yeux tournés vers moi, attend ma réponse. Le cerveau pris en faute. Axel Vernou et Léa Germain pouffent en silence derrière leurs mains. Une dizaine de bracelets. Si des plaisirs à leurs poignets. Si je pouvais m'enfoncer 100 kilomètres sous terre, du côté de la laitière, ça m'arrangera un peu. J'ai horreur des exposés. J'ai horreur de me prendre la parole devant la classe. Une faille sismique s'est ouverte sous mes pieds. Mais rien ne bouge. Rien ne s'effondre. Je préférerais m'enlever. Là, tout de suite. Foudroyé. Je tomberais raide dès ma petite hauteur. Les converses en éventail. Les bras en croix. Monsieur Marin écrirait à la craie sur le tableau noir. C.J. de Bertignac, meilleur élève de la classe, asociale et muette. J'allais m'inscrire. Très bien. Quel est votre sujet? Les sans-abri. C'est un peu général. Pouvez-vous préciser? Lucas me sourit. Ses yeux sont emmancés. Je pourrais me noyer à l'intérieur, disparaître, ou laisser les silences engloutir. Monsieur Marin a toute la classe avec lui. Je pourrais prendre mon sac et sortir sans un mot, comme Lucas sait le faire. Je pourrais m'excuser et avouer que je n'en ai pas la moindre idée. Je dis ça au hasard. Je vais y réfléchir. Et puis, j'irai voir Monsieur Marin à la fin du cours, pour lui expliquer que je ne peux pas. Un exposé devant toute la classe, c'est tout simplement au-dessus de mes forces. Je suis désolée. Je fournirai un certificat médical, s'il faut, à l'aptitude pathologique aux exposés en tout genre. Avec les tampons et tout, je serai dispensée. Mais Lucas me regarde et je vois bien qu'il attend que je m'en sorte. Il est avec moi, et c'est qu'une fille de mon genre ne peut pas se ridiculiser. Devant 30 élèves, son poing est serré. Un peu plus, il les prendrait au-dessus de lui. Comme le supporter de foot encourage les joueurs. Mais, soudain, le silence passe. On se croirait dans une église. Je vais retracer l'itinéraire d'une jeune femme sans abri. Sa vie, enfant, son histoire. Je veux dire comment elle se retrouve dans la rue. Ça frémit dans les rangs. On chuchote. Très bien, c'est un beau sujet. On ressent chaque année de plus en plus de femmes en errance et de plus en plus jeunes. Quelle sorte de documentaire pensez-vous utiliser, Mademoiselle Bertignac? Je n'ai rien à perdre, tellement que ça ne se compte pas sur les doigts d'une main, ni même de 10. Ça relève de l'enfant marrant. Le témoignage. Je viens de tuer une jeune femme SDF. Je l'ai rencontrée hier. Elle a accepté. Silence recule. Sur la feuille rose, Monsieur Marin note mon nom, le sujet de mon exposé. Je vous inscris pour le 10 décembre. Ça vous laisse le temps de faire des recherches complémentaires. Il rappelle quelques consignes générales. Pas plus d'1 heure. 1. Éclairage socio-économique. Des exemples, savoir se perdre. Le point de Lucas, c'est desserré. J'ai les ailes transparentes. Je vole au-dessus des tables. Je ferme les yeux. Je suis une minuscule poussière. Une particule invisible. Je suis légère comme un soupir. La sonnerie retentit. Monsieur Marin nous autorise à sortir. Je range mes affaires. J'enfile ma veste. Il m'interpelle. Mademoiselle Bertignac, j'aimerais vous dire 2 mots. C'est mort pour la récursion.
Il m'a déjà fait le coup. 2 mots sont son numération personnelle. Ça c'est contre mur. Les autres trains pour sortir. Ils aimeraient bien savoir. En attendant, je regarde mes pieds. Mon lacet était fait, comme d'habitude. Du vent qu'avec une QI de 160. Je ne suis pas foutu de faire un lacet. Vous ferez attention à vous, avec votre histoire d'interview. N'allez pas faire de mauvaises rencontres. Vous devrez peut-être vous faire accompagner par votre mère ou votre père. Ne vous inquiétez pas, tout est organisé. Ma mère ne sort plus de chez moi depuis des années. Mon père pleure en cachette dans la salle de bain. Voilà ce que j'aurais dû lui dire. C'est un train définitif. Monsieur Marin m'aurait rayé de la liste. Oh là là, c'est triste là. Chapitre 2. Les gares d'Austerlitz. J'y vais souvent, le mardi ou le vendredi, quand je finis les cours plus tôt. J'y vais pour regarder les trains qui partent à cause de l'émotion. C'est un truc que j'aime bien. Voir l'émotion des gens. C'est pour ça que je ne rate jamais les matchs de foot à la télévision. J'adore quand ils s'embrassent après les buts. Ils courent avec les bras en l'air. Et je s'en lasse. Et puis aussi, qui veut gagner des millions? Il faut voir les filles quand elles donnent la bonne réponse. Elles mettent leurs mains devant leur bouche, renversent la tête en arrière, puis les crient toutes avec des gros larmes dans leurs yeux. Dans les gares, c'est autre chose. L'émotion se devine dans les regards, les gestes, les mouvements. Il y a les amoureux qui se quittent, les mamies qui repartent, les dames avec des grands manteaux qui abandonnent des hommes au col relevé, ou l'inverse. J'observe ces gens qui s'en vont. On ne sait pas où, ni pourquoi, ni pour combien de temps. Ils disent au revoir et à travers la vitre, d'un petit signe. Eux, ces vertus, à crier alors qu'on ne les attend pas. Quand on a de la chance, on assiste à des vraies séparations, je veux. Je veux dire qu'on sent bien, que cela va durer longtemps, vu que cela va paraître très long, ce qui revient en même. Alors, l'émotion est très dense. C'est comme si l'air s'espacait. Pardon. Comme s'il était seul, sans personne autour. C'est pareil pour les trains. À l'arrivée, je m'installe au début du rail. J'observe les gens qui attendent. Leurs visages tendus, impatients, leurs yeux qui cherchent, et soudain, ce sourire à leurs lèvres, leurs bras levés, leurs mains qui s'agitent. Alors, ils avancent. Ils s'entraînent. C'est ce que je préfère entre tout, ces effusions. Bref, voilà pourquoi je me trouvais gare d'Austerlitz. J'attendais l'arrivée de terre de 16h en provenance de Clermont-Ferrand. C'est mon préféré parce qu'il y a toutes sortes de gens. Des jeunes, des vieux, des bien habillés, des gros, des maigres, des malfagots et tout. J'ai fini par sentir que quelqu'un me tapait sur l'épaule. Ça m'a pris un peu de temps parce que j'étais très concentrée dans ce cas-là. Un mammouth pourrait se rouler sur mes baskets. Je ne m'en rendrai pas compte. Je me suis retournée. T'as pas une clope? Il portait un pantalon kaki sale, un vieux blouson troué au coude, une écharpe bon étang comme celle que ma mère garde au fond de son placard. Un souvenir de quand elle était jeune.
Non, je suis désolée, je ne fume pas. J'ai des chewing-gums à la main, si vous voulez. Il a fait le mot, puis m'a tendu la main. Je lui ai donné la paquette et la forêt dans son sac. Salut, je m'appelle No. Et toi? No? Oui. Moi, c'est Lubertignac. En général, ça fait son petit effet, car les gens croient que je suis dans la famille du chanteur, peut-être même sa fille. Une fois, quand j'étais au collège, j'ai fait croire que oui. Bon, après, ça s'est compliqué. Quand il a fallu que je donne les détails, que je fasse signer les autographes et tout, j'ai dû avouer la vérité. Cela n'a pas eu l'air de l'émouvoir. Je me suis dit que ce n'était pas son genre de musique. Elle s'est dirigée vers un homme qui lisait son journal de bleu, à quelques mètres de nous. Il a levé les yeux au ciel en soupirant, a sorti une cigarette de son paquet. Elle a attrapé sans le regarder. Puis, elle est revenue vers moi. J'ai déjà vu ici plusieurs fois. Qu'est-ce que tu fais? Je viens pour regarder les gens. Ah, des gens? Il n'y en a pas par chez toi? Si, mais c'est pas pareil. T'as quel âge? 13 ans. T'aurais pas 2 ou 3 euros? J'ai pas mangé depuis hier soir. J'ai cherché dans la poche de mon jean. Il me restait quelques pièces. J'ai tout donné sans regarder. Il a compté avant de refermer sa main. T'es en quelle classe? En seconde. C'est pas l'âge normal, ça? Ben non, j'ai 2 ans d'avance. Comment ça se fait? J'ai sorti des classes. Sortez. J'ai bien compris, mais comment ça se fait, lui, que t'es sorti des classes? J'ai trouvé qu'elle me parlait d'une manière bizarre. Je me suis demandé si elle n'était pas en train de se moquer de moi. Mais elle avait un air très sérieuse et très embêtée à la fois. Je ne sais pas. J'ai appris à lire quand j'étais à la maternelle, alors je suis pas allée au CP. Et puis après, j'ai sorti la CM1 et je m'ennuyais tellement que j'enroulais mes cheveux à hauteur d'endroit et je tirais dessus toute la journée. Alors, au bout de quelques semaines, j'ai eu un trou. Au troisième trou, j'ai changé de classe. Moi aussi, j'aurais bien voulu lui poser des questions, mais j'étais trop intimidée. Elle fumait ses cigarettes et me regardait de haut en bas et de bas en haut, comme si elle cherchait un truc que je pourrais lui donner. Le silence s'était installé entre nous parce que sinon il y avait des voix synthétiques dans l'autre palais qui nous cassaient les oreilles. Alors, je me suis sentie obligée d'ajouter que maintenant, ça allait mieux. Ça va mieux quoi, les cheveux ou la nuit? Bon, les deux. Elle a ri. Alors, j'ai vu qu'il lui manquait une dent. Il n'a même pas eu à réfléchir un deuxième de seconde pour trouver la bonne réponse. Une prémolaire. Depuis toute la vie, je me suis toujours sentie en dehors. Où que je sois. En dehors de l'image, de la conversation, en décalage, comme si j'étais seule à entendre les bruits ou des paroles que les autres ne perçoivent pas. Et sortent un mot qui semble entendre. Comme si j'étais hors de cadre. De l'autre côté d'une vitre immense et invisible. Pourtant hier, j'étais là, avec elle. On aurait pu, j'en suis sûre, dessiner un cercle autour de nous. Un cercle dont je n'étais pas exclue. Un cercle qui nous enveloppait. Et qui, pour quelques minutes, nous protégeait du monde. Je ne pouvais pas rester. Mon père m'attendait. Je ne savais pas comment lui dire au revoir.
s'il fallait dire madame ou mademoiselle, ou si je devais l'appeler. No, puisque je connaissais son prénom, j'ai résolu le problème en lançant un au revoir tout court. Je me suis dit qu'elle n'était pas du genre à se formaliser sur la bonne éducation et tous ces trucs de la vie en société qu'on doit respecter. Je me suis retournée pour lui faire un petit signe de la main. Elle est restée là, à me regarder partir. Ça m'a fait de la peine parce qu'il suffisait de voir son regard, comme elle était vide, pour savoir qu'il n'avait personne pour l'attendre, pas de maison, pas de donateur, et peut-être nul porte où aller. Le soir au dîner, j'ai demandé à ma mère comment les très jeunes filles pouvaient être dans la rue. Elle a soupiré et m'a répondu que la vie était ainsi, injuste. Pour une fois, je me suis concentrée de ça, alors que les premières réponses sont souvent des esquives. Il y a longtemps que je le sais. J'ai revu les piliers de son ton. Tiens. Ses yeux agrandis par la maigreur, les couleurs de ses cheveux, son écharpe rose, sur l'implément de ses 3 buissons. J'ai imaginé un secret planté dans son cœur, comme une épine, un secret qu'elle n'avait jamais dit à personne. J'ai envie d'être près d'elle, avec elle. Dans mon lit, j'ai regretté de ne pas lui avoir demandé son âge. Ça me tracassait. Elle avait l'air si jeune. En même temps, il m'avait semblé qu'elle connaissait vraiment la vie, ou plutôt qu'elle connaissait de la vie quelque chose qui faisait peur. Chapitre 3. Lucas s'est assis au dernier rang, à sa place. De la mienne. Je peux voir son profil, son air de bagarre. Je peux voir sa chemise ouverte, son jean trop large, ses pieds nus dans ses baskets. Il est renversé sur sa chaise, raccroché, en position d'observation, comme quelqu'un qui aurait atterri là par hasard, en raison d'une erreur d'aiguillage. Puis, d'un malentendu administratif, posé au pied de sa table, son sac semble vide. Je l'observe à la dérobée. Je me souviens de lui, le jour de la rentrée. Je connaissais personne et j'avais peur. Je m'étais installée dans le fond. Monsieur Marron distribuait les fiches. Lucas s'est tourné vers moi. Il m'a souri. Les fiches étaient vertes. Leur couleur change chaque année, mais les cases sont toujours les mêmes. Nom, prénom, profession des parents, et puis tout un tas des trucs à remplir qui ne regardent personne. Comme Lucas n'avait pas de stylo, je lui en ai prêté un. Je l'ai tendu comme j'ai pu, de l'autre côté de l'allée centrale, en simulé. Je vois que vous commencez l'année dans la meilleure disposition. Votre matériel est resté sur la plage. Lucas n'a pas répondu. Il a jeté un œil dans ma direction. J'avais peur pour lui. Mais monsieur Marin a commencé la distribution des emplois du temps. Sur ma fiche, je suis arrivée à la case, frère et sœur. J'ai écrit 0 en toutes lettres. Le fait d'exprimer l'absence de quantité par un nombre n'est pas une évidence en soi. Je l'ai lu dans mon encyclopédie des sciences. L'absence d'un objet ou d'un sujet s'exprime mieux par la phrase « Il n'y en a pas » ou « plus ». Les nombres demeurent une abstraction et les zéros ne disent ni l'absence ni le chagrin. J'ai relevé la tête et j'ai vu que Lucas me regardait parce que j'écris de la main gauche avec le poignet retourné. Ça étonne toujours les gens. Tant de complications pour tenir un stylo. Il me regardait avec l'air de se demander comment une si petite chose avait peur d'arriver jusque-là.
Monsieur Marin a fait l'appel, puis il a commencé son premier cours. Dans ce silence attentif, j'ai pensé que Lucas Muller était le genre de personne à qui la vie ne fait pas peur. Il était resté appuyé sur sa chaise et ne prenait pas les notes. Aujourd'hui, je connais tous les noms, les prénoms, les habitudes de la classe, les affinités, les rivalités, le rire de Léa Germain et les chuchotements d'Axel. Les gens interminables de Lucas qui dépassent dans les allées. Les trousses clignotantes de Lucie, les longues tresses de Corinne, les lunettes de Gauthier, sur la photo prise quelques jours après la rentrée, je suis devant, là où on met les plus petites. Au-dessus de moi, tout en ordre, Lucas se tient debout, l'air réfrenu. Si on n'amène que par 2 points, on peut faire passer une droite et d'une seule. Un jour, je dessinerai celle-ci, de lui vers moi et de moi vers lui. Chapitre 4. No est assise par terre, appuyée contre un poteau, et va déposer devant ses pieds une boîte de thon vide dans laquelle sont tombées quelques pièces. Je n'ai pas vérifié les horaires des trains sur le panneau d'affichage. Je me suis dirigée directement vers le creux, l'endroit même où elle m'avait abordé. Je m'avance vers elle, non pas décidé. Je m'approche et soudain j'ai peur qu'elle ne se souvienne pas de moi. Salut. Tiens, du Bertignac. Elle a dit, sa sœur en ton tien. Celui qu'on utilise pour imiter les gens, un peu snob dans les sketchs comiques ou les publicités. J'ai failli faire marche arrière, mais j'avais pas mal répété et n'avais pas envie de renoncer. J'ai pensé qu'on pourrait les boire en chocolat ou autre chose. Si tu veux, je t'invite. Elle se lève d'un bond. Attrape son sac en toile. Marmont qu'elle ne peut pas laisser tout ça là. Elle désigne du menton une petite valise, roulette et 2 sacs en plastique pleins à craquer. Je prends les sacs et lui laisse la valise. J'entends un merci derrière moi. Sa voix me paraît moins assurée que la première fois. Je suis fière d'avoir fait ça, d'ouvrir la marche, et pourtant je suis morte de peur à l'idée de retourner en face d'elle. Près des guichets, nous croisons un homme avec un grand manteau sombre. Il lui fait un signe. Je me retourne, je la vois répondre. De la même manière, avec un petit mouvement de la tête imperceptible. En guise d'explication, elle me dit qu'il y a beaucoup de flics dans la gare. Je n'ose pas poser de questions. Je regarde autour de moi, si je repère d'autres, mais je ne vois rien. Je suppose qu'il faut beaucoup d'entraînement pour les reconnaître. Comme je m'apprête à entrer dans un café situé à côté du panneau d'affichage des trains, elle me retient par l'épaule. Elle ne peut pas aller là et crier. Elle préférait de sortir. Nous passons devant le relais à Joindre. Elle fait un détour pour saluer la femme qui tient la casse qu'il observe de loin. Elle a une grosse poitrine. Ses lèvres sont pointées et ses cheveux roux flamboyants. Elle donne un nom, un bounty et un paquet de petits lus. Nous me rejoignons. Nous traversons le boulevard et entrons dans l'une des brasseries. L'une de ces brasseries. Pardon. Aux larges vitrines qui se ressemblent tout. J'ai juste le temps de lire les noms inscrits sur l'ouvre. À l'intérieur de Relais d'Auvergne, Sasson,
le chou. Je recherche dans ma base de données interne à quelle spécialité culinaire peut correspondre cette odeur. Petit au chou, chou farci, chou de Bruxelles, chou blanc. Savez-vous planter des choux? Il faut toujours que je prenne les chemins. Que je prends les chemins de traverse qui me dépercent. C'est énervant, mais c'est plus fort que moi. Nous nous asseyons, nos carrément sur la table. Je commande un coca, elle prend un vodka. Le serveur hésite quelques secondes. Un peu plus. Il va lui demander son âge, mais le soutien se regarde avec une insolence incroyable. Ça veut dire « Ne me fais pas, cher connard ». Ça, j'en suis sûr. J'en suis sûr. On peut le lire comme sur une pancarte. Et puis, il voit son puissant troué, celui qu'elle garde au-dessus. Et comme il est sale, il dit sa marche et tourne dans les talons. Je vois souvent ce qui se passe dans la tête des gens. C'est comme un jeu de piste. Un fil noir qu'il suffit de faire glisser entre ses doigts fragiles. Un fil qui conduit à la vérité du monde, ce qui ne sera jamais révélé. Mon père, un jour, m'a dit que ça lui faisait peur, qu'il ne fallait pas jouer à ça, qu'il fallait savoir baisser les yeux pour préserver son regard d'enfant. Mais moi, les yeux, je n'arrive pas à les fermer. Ils sont grands ouverts et parfois, je mets mes mains devant pour ne pas voir. Le serveur revient. Il pose les verres devant nous. No attrape le sien d'un geste impatient. Alors, je découvre ses mains noires, ses ongles rongés jusqu'au sein, et les traces de griffeurs sur les poignets. Ça me fait mal au ventre. On boit comme ça, en silence. Je cherche quelque chose à dire, mais rien ne vient. Je la regarde. Elle a l'air si fatiguée, seulement à cause des cernes sous ses yeux, ni de ses cheveux émilis, retenus par un vieux chouchou, ni de ses vêtements défraîchis. Il y a ces mots qui me viennent à l'esprit, abîmés, ces mots qui font mal. Je sais plus si elle était déjà comme ça la première fois, peut-être n'avais-je pas remarqué. Il me semble plutôt qu'en l'espace de quelques jours, elle a changé. Elle est plus pâle, plus sale, et son regard plus difficile à attraper. C'est elle qui parle en première. T'habites dans le quartier? Non. La fille du Quevert, presque du cercle d'hiver. Et toi? Elle sourit. Elle ouvre ses mains devant elle. Ses mains noires et vides sont dans un geste d'impuissance, qui veut dire rien, nulle part, ici, ou je sais pas. Je bois une grande gorgée de mon coca et je demande: alors, où tu dors? À droite ou à gauche? Chez des gens, des connaissances, rarement plus de 3 ou 4 jours au même endroit. Et tes parents? J'en ai pas. Ils sont morts? Non. Évidemment, si elle peut prendre autre chose à boire, ses pieds gigotant sur la table. Elle peut pas s'appuyer sur le dossier. Il posait ses mains quelque part. Elle m'observe. Détail, mes vêtements, change de position, revient à la précision. Elle fait tourner ses doigts un briquet orange. Il y a dans tout ce corps une forme d'agitation, de tension. Nous restons comme ça. En attendant que le serveur revienne, j'essaye de sourire pour avoir l'air naturel. Mais il n'y a rien de plus difficile que d'avoir l'air naturel, comme précisément on y pense. Pourtant, j'ai beaucoup d'entraînement. Je me retiens de poser le déluge de questions qui se bousculent dans ma tête. Quel âge as-tu? Depuis quand tu ne vas plus à l'école?
Comment tu fais pour manger? Qui sont ces gens chez qui tu dors? Mais j'ai peur qu'elle s'en aille, qu'elle se rende compte qu'avec moi, elle perd son temps. Il entame sa deuxième vodka. Elle se lève pour attraper une cigarette sur la table. D'à côté, notre voisin vient de descendre aux toilettes en abandonnant son paquet. Elle aspire une longue bouffée et me demande de lui parler. Elle dit pas « Et toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Dit exactement ça. « Est-ce que tu peux me parler ?» Parler, je n'aime pas trop ça. J'ai toujours l'impression que les mots m'échappent, qui se dérobent, s'éparpillent. Ce n'est pas une question de vocabulaire ni de définition, parce que des mots, j'en connais pas mal. Mais au moment où je les dire, ils se troublent, se dispersent. C'est pourquoi j'évite les récits et les discours. Je me contente de répondre aux questions que l'on me pose. Je garde pour moi l'excédent, l'abondance. Ces mots qui je multiplie en silence pour rapprocher la vérité. Mais non, est devant moi et se regarde comme une prière. Alors, je me lance dans le désordre. Oh, tant pis si j'ai l'impression d'être tenue. Tant pis si c'est idiote. Quand j'étais petite, j'ai caché sous mon lit une boîte à trésors avec dedans toutes sortes de souvenirs. Une plume de pain, du parc floral, des pommes de pin, des bulles en coton pour se démaquiller, multicouleurs, un porte-clés clignotantes en doute. Un jour, j'y ai déposé un dernier souvenir. Je ne peux pas te dire lequel, un souvenir très triste qui marquait les fins de l'enfance. J'ai refermé la boîte. Je l'ai glissée sous mon lit et je ne l'ai plus jamais touchée. Mais des boîtes ceci, dis j'en ai autre. Une pour chaque rêve. Dans ma nouvelle classe, les élèves m'appellent le cerveau. Ils m'ignorent ou me fuient, comme si j'avais une maladie contagieuse. Mais au fond, je sais que c'est moi qui n'arrive pas à leur parler, à rire avec eux. Je me tiens à l'écart. Il y a aussi un garçon. Il s'appelle Lucas. Lucas. Il vient me voir parfois à la fin des cours. Il me sourit. Il est en laquelle sorte de la chef de classe. C'est lui que tout le monde respecte. Il est très grand, très beau et tout, mais je n'ose pas lui parler. Le soir, j'expédie mes devoirs et je vaque à mes occupations. Je cherche de nouveaux mots. C'est comme un vertige, parce qu'il y en a des meilleurs. Je les découpe dans les journaux pour les apprivoiser. Je les colle sur les grands cahiers blancs que ma mère m'a offerts quand elle est sortie de l'hôpital. J'ai plein d'encyclopédies aussi, mais je ne m'en sers plus tellement. À force, je le connais par cœur. Au fond du placard, j'ai une cachette secrète avec des tas de trucs que je ramasse dans la rue. Des trucs perdus, des trucs cassés, abandonnés et tout. Elle me regarde avec l'air amusé. Elle n'a pas l'air de me trouver bizarre. Rien ne semble l'étonner. Avec elle, je peux dire mes pensées, même si elles se mélangent ou c'est bousculent. Je peux dire les désordres qu'il y a dans ma tête. Je peux dire en tout sans qu'elle me le fasse remarquer. Parce qu'elle comprend ce que ça veut dire. J'en suis sûre. Parce qu'elle sait qu'en tout, c'est pour toutes les choses qu'on pourrait ajouter et qu'on passe sous silence, par paresse, par manque de temps, ou bien parce que ça ne se dit pas. Elle pose son front entre ses bras, sur la table. Alors, je continue, je ne sais pas si cela m'est déjà arrivé. Je veux dire de parler aussi longtemps.
comme dans un monologue de théâtre, sans aucune réponse. Et puis voilà, qu'elle s'endort. J'ai terminé mon coca et je reste là, à le regarder dormir. C'est toujours ça, le prix pour elle. La chaleur du café et les banquettes bien rembourrées que j'ai veillé à lui laisser. Je ne peux pas lui en vouloir. Moi aussi, je me suis endormie quand on est allé voir l'école des fins avec les classes. Et pourtant, c'était vraiment bien, mais j'avais trop de trucs dans ma tête et parfois c'est comme les ordinateurs. Le système se met en veille pour préserver la mémoire. Vers 7 heures, je commence à avoir vraiment l'envie de me faire engueuler. Je secoue doucement. Il ouvre un œil. Je chuchote. Je suis désolée, mais il faut que j'aille. L'empreinte de maille sur son pull est tatouée sur ce joue. Tu as payé? Oui. Je vais rester un peu ici. Est-ce qu'on pourra se revoir? Si tu veux. J'enfile mon manteau et je sors. Dans la rue, je me retourne pour lui faire un signe à travers la vitre. Mais ne me regarde pas. Ok. I hope that you are enjoying the ambiance. Merci de rester ici. Merci. Thank you. D'accord. Chapitre 5. Mademoiselle Bertignac, vous viendrez me voir à la fin du cours. J'ai fait quelques recherches sur votre sujet. Je vous donnerai des éléments. Oui, monsieur. Il faut dire oui, monsieur. Il faut entrer en silence dans la classe, sortir ses affaires, répondre présent à l'appel de son nom, de manière audible. Attendre monsieur Marron dans le signal pour se lever quand retentit le sonnerie. Ne pas balancer les pieds sous sa chaise. Ne pas regarder son portable pendant les cours. Ni jeter un œil à la pendule de la salle. Ne pas faire de tortillons avec ses cheveux. Ne pas faire des messes basses avec son voisin ou sa voisine. Ne pas avoir des fesses à l'air. Ni le nombril. Il faut lever le droit pour prendre la parole. Avoir les épaules couvertes même s'il fait 40 degrés. Ne pas mâchonner son stylo est encore moins du chewing-gum. Et j'en passe, monsieur Marron est la terreur du lycée. Il est contre les strings, les tailles basses, les pantalons qui traînent par terre, le gel et les cheveux décolorés. Mademoiselle Dubosc, vous reviendrez en classe quand vous porterez un vêtement digne de ce nom. Monsieur Mieux, voici un peigne. Je vous donne 2 minutes pour vous coiffer. Mais 18 de moyen les garantissent aucune immunité. Depuis le premier jour, il m'interpelle dès que je regarde par la fenêtre, dès que je m'éloigne de séquences suffisantes. Mademoiselle Bertignac aurait eu l'amabilité de revenir parmi nous. Vous avez tout le temps de rejoindre votre fort intérieur. Dites-moi, quel temps fait-il dans vos sphères? Monsieur Marron doit avoir une deuxième paire d'yeux invisibles répartis sur son... sur tout le corps. Un détecteur de l'intention greffé dans les narines et les antennes de l'émasse. Il voit tout. Entends-tu? Rien ne lui échappe. Et pourtant, je n'ai pas le ventre à l'air. Mes cheveux sont lisses et attachés. Je porte des jeans normaux et des pulls à manches longues. Je
Je fais ce qu'il faut pour me fondre dans le décor. Je n'en mets aucun son. Ne prends la parole que lorsqu'il m'interroge et mesure 30 cm de moins que la plupart des élèves de la classe. Tout le monde respecte Monsieur Marin. Il n'y a que Lucas pour aussi quitter le corps. La tête haute, après lui avoir répondu. Peigner Monsieur Marin, c'est comme les brosses à dents. Ça ne se prête pas. C'est long. Les estimations, il y a entre 200 000 et 300 000 personnes sans domicile fixé. 40% sont des femmes. Le chiffre est en augmentation constante. Et parmi les SDF, âgés à 16 à 18 ans, la proportion des femmes atteint 70%. Vous avez choisi un bon sujet, mademoiselle Bertignac. Attends. Même s'il n'est pas facile à traiter, j'ai emprunté pour vous à la bibliothèque un ouvrage très intéressant sur l'exclusion en France. Je vous le confie, ainsi que cette photocopie d'un article récent paru dans Libération. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me solliciter. Je compte sur vous pour faire un exposé moins rébarbatif que ceux de vos collègues. Vous en avez les capacités, je vous laisse filer, profitez de votre récréation. J'ai la gorge serrée et les yeux qui me piquent. Dans le corps, je rejoins mon petit coin, près du banc. Je m'appuie sur les seuls arbres du paysage. C'est comme si c'était le mien. Au bout de 2 mois, plus personne ne tourne venir là. C'est ma place. De loin, j'observe les autres. Les filles rigolent et se poussent la coude. Léa porte une jupe longue et des bottines à lacets. Elle se maquille. Elle a des yeux bleus en amande. On sens ennui de la répartie. Elle a toujours quelque chose de drôle ou d'intéressant à dire. Tous les garçons la regardent. Axel aussi, même si elle est moins jolie. Elle n'a pas peur, ça se voit. Elle n'a peur de rien. Elles boivent des coups au café en sortant du lycée. Elles se téléphonent, s'envoient des SMS. Elles vont à des soirées, discutent le soir sur MSN. Elles vont chez H&M, mercredi après-midi. Un jour, juste après leur rentrée, elles m'ont invité à leur anniversaire. J'ai dit merci, regardant mes pieds. J'ai confirmé que je viendrai. J'ai réfléchi pendant une semaine à ce que j'allais mettre. J'avais tout prévu. Je m'étais entraînée sur la radio pour danser. J'avais acheté un cadeau pour chacune. Et puis, le soir est venu. J'ai enfilé mon plus beau jean et les t-shirts que j'avais achetés chez Pumki. Mes grands bottes, ma veste noire. Je m'étais lavé. Je m'étais lavé les cheveux le matin pour qu'ils soient plus soyeux. Dans le miroir, j'ai observé mon reflet. J'étais toute petite. J'avais des petites jambes, des petites mains, des petits yeux, des petits bras. J'étais une toute petite chose qui ne ressemblait à rien. Je me suis imaginée en train de danser dans le salon chez Léa Germain, au milieu des autres. J'ai reposé le sac avec les cadeaux. J'ai enlevé ma veste. J'ai allumé la télé. Ma mère était assise sur le canapé. Elle m'a regardé faire. J'ai bien vu qu'elle cherchait quelque chose à dire. Il aurait suffi de peu. J'en suis sûre, par exemple. Si elle avait dit « tu es très jolie » ou seulement « tu es tout mignon », je
crois que j'aurais trouvé la force de sortir, d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur et tout. Mais ma mère est restée dans son silence, et j'ai regardé les pubs avec la fille qui met un déodorant magique et dans un milieu de gens. Les flèches crépitent, et elle tourne sur elle-même avec une robe à volants. J'avais envie de pleurer. Le lundi, je suis allée m'excuser de ne pas être venue. J'ai inventé un prétexte familial. Axel m'a dit que j'avais raté la fête de l'année. J'ai baissé les yeux. Baissé. Depuis ce jour, Lia Germain et Axel Vernu ne m'ont plus jamais adressé la parole. Un jour, Madame Cortens, une psychologue que j'ai vue pendant quelques mois, m'expliquait ce que ça voulait dire être hyper intellectuellement précoce. Imagine que tu es une voiture extrêmement moderne, équipée d'un nombre d'options et des fonctionnalités plus importants que la plupart des voitures, que tu es plus rapide, plus performante. C'est une grande chance. Mais ce n'est pas si facile, car personne ne sait exactement le nombre d'options dont tu disposes, ni ce qu'elles te permettent de faire. Toi seul peux le savoir. Et puis la vitesse, c'est dangereux, parce qu'à 8 ans, ce n'est pas pour autant que tu connais code de la route, ni que tu sais conduire. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. À rouler quand il pleut, quand il neige, à regarder les autres voitures, à les respecter, à te reposer quand t'as roulé trop longtemps. C'est ça, devenir une grande personne. J'en ai 13 et je vois bien que je n'arrive pas à grandir dans les bons sens. Je sais pas déchiffrer des panneaux. Je ne maîtrise pas mon véhicule. Je me trompe sans cesse des directions. Et j'ai plus souvent l'impression d'être enfermé sur une piste auto-tamponneuse que de rouler sur un circuit de compétition. Appuyé contre mon arbre, je cherche une maladie que je pourrais contracter en vrai, autour du 10 décembre. Quelque chose de tellement grave qu'il serait impossible de soupçonner que cela puisse avoir un rapport avec mon exposé. Le tétano ou la tuberculose me paraissent peu probables à cause des vaccins et tout. Les fractures sont trop douloureuses. Je le sais parce que je me suis cassé les bras l'an passé avec mon cousin. Et puis, on n'est même pas sûr de rester chez toi. Les méningites pressentent d'entraîner les fermetures du lycée, mais on peut en mourir. Pour la mononucléose, il faut embrasser les garçons. Et ce n'est pas encore d'actualité. Bref, même en bougeant l'eau du caniveau et en plongeant la tête de la première dans le bac vert des poubelles de la meuble, je suis pas sûre d'attraper quoi que ce soit. Et un truc classique du style rhume ou angine, ce n'est pas la peine d'y compter. Je suis malade une fois, puis les 5 ans et toujours pendant les vacances scolaires. Il me reste qu'à espérer une alerte à la bombe, voire un attentat terroriste nécessitant la reconstruction totale de l'établissement. C'est bien à sonner, les élèves commencent à regarder les étages. Ils se disent à plus
s'il te plaît, maman. Lucas s'approche. On dirait qu'il vient vers moi. Je cherche ce que je pourrais bien faire pour me donner une conscience. Je fonce les mains dans mes poches. Pourquoi tout à coup faut-il 50 degrés dans mon manteau? Si seulement j'étais équipée d'une fonction refroidissement d'urgence, ça m'arrangerait un peu. Dis donc, tu as fait mouche avec tes sans-abri? Marrant, il ne va pas te lâcher comme ça. C'est le genre de sujet qui le branche grave. Je suis muette. Je suis une carpe. Mes neurones ont dû s'éclipser par la porte de derrière. Mon cœur bat comme si je venais de courir 600 mètres. Je suis incapable de mettre une réponse. Ne serait-ce que oui ou non. Je suis pathétique. T'inquiète pas, Pépite. Je suis sûre que tout va bien se passer. Tu sais, l'année dernière, je l'avais déjà marin. Pour les exposer, il est cool. Lim quand ça sort de l'ordinaire. Et puis, c'est carrément bien ton idée d'interview. Tu viens? Je lui emboîte le pas. C'est un garçon particulier. Je le sais depuis le début. Pas seulement à cause de son air en colère, son dédain ou sa démarche de voyou, à cause de son sourire, un sourire d'enfant. Le prof d'art plastique rend les travaux réalisés la semaine précédente. Je regarde par la fenêtre. Il me semble que les nuages sont en chute libre. Il y a des traînées blanches partout dans la ciel. Une odeur de soufre. Et si le sol mettait à trembler, je dois faire un exposé. Un éclat de voix me ramène dans la classe. Il n'y a rien, ni tempête, ni ouragan. Aucune catastrophe naturelle en gestation. Axel et Léa s'échangent des petits mots sur la table. Faut bien réfléchir, ça sent. Surtout les frites de la cantine. Il me reste à étudier les documents que M. Marron m'a donnés et convaincre Renaud de m'aider. Je vais voir un petit peu là. Parce que j'ai parlé beaucoup. Tu sais. Vous savez. D'accord. Je crois que c'est chapitre 6. Chapitre 6. Du monde. C'est un jour gris, il pleut. Je sors du métro et m'engouffre aussitôt dans la gare. Devant, je repère, devant le kiosque à journaux. Et le début, elle ne fait pas la manche. Je m'avance vers elle. Elle répond par un grognement quand je lui dis bonjour. Elle a l'air de très mauvaise humeur. Nous accepte de me suivre pour prendre un verre. J'ai pris soin de brandir mon porte-monnaie pour signifier clairement que c'était moi qui payais. Au café, j'ai fait des efforts pour ne pas regarder ses mains. Mes pieds balancent à toute vitesse sur les banquettes. Je regarde autour en quête d'un point sur lequel fixer mon attention. Je m'arrête sur les œufs durs posés sur le comptoir. Je pense à l'œuf carré que nous avons fabriqué avec mon cousin l'été dernier. Ils avaient trouvé l'astuce dans piquer. J'ai failli le faire cuire. Les pluies tendues, qu'il était encore chaud. Glissé dans un moule en carton fabriqué à partir de la maquette fournie dans le journal. Il était 24 heures au réfrigérateur. C'est vrai que ça fait un drôle d'effet. Un œuf carré, comme de toutes les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'en imagine d'autres. Des fourchettes télescopiques,
fruits translucides, une poitrine amovible. Mais nous, est en face de moi, l'air renfrogné. C'est pas le moment de s'éparpiller. Il faut que je revienne à l'essentiel. Si seulement j'étais équipée d'un bouton retour immédiat et à la réalité, ça me rangerait un peu. Je voulais te voir parce que j'ai en droit de te demander si l'introduction j'ai préparé. Ouais. Pour mon corps de SES, j'ai un exposé à faire. C'est quoi ce truc? C'est sciences économiques et sociales. Un corps où on étudie pas mal de trucs. Par exemple, la situation économique en France, la bourse, la croissance, les classes sociales, l'écartement, tu vois? Bon, on fait les exposés. C'est ma hantise. Je veux dire que j'ai vraiment nettoyé la prof, c'est pas une crème. Le problème, c'est que j'ai raconté que j'allais faire un truc sur les sans-abri. Un truc pour expliquer, par exemple, comment là, je rentre dans la vie du sujet. La partie délicate, je me souviens plus de tout ce que j'avais prévu avec l'émotion. C'est toujours comme ça. Comment des femmes, en particulier des jeunes femmes, peuvent se retrouver dans leur rue? Comme toi. Je t'ai dit que je dormais chez les potes. Oui, bien sûr, je sais bien. C'est ce que je voulais dire. Des femmes sont domicile fixe. Quoi? T'as parlé de moi? Non, enfin. Si, pas de toi, avec ton nom, bien sûr, mais j'ai dit que j'allais faire une interview. Ses yeux sont agrandis. Elle ramasse machinalement la mèche qui lui tombe dans les yeux. Je répondrai bien en bière. D'accord, pas de souci. Je suis lancée. Il ne faut surtout pas s'interrompre. Briser les filles. Il faut que ça s'enchaîne. Bon, si tu veux bien, je pourrais te poser quelques questions. Ça me servirait. Illustrer les choses comme un témoignage, tu vois? Je vois très bien. Ce n'est pas gagné. Il fait signe au serveur. Et qui est celui-là? Tu serais d'accord. Elle ne répond pas. Tu pourrais me dire simplement comment ça se passe, tu vois, pour manger, pour dormir, ou si tu préfères me parler d'autres gens que tu connais, qui sont dans la même situation. Toujours rien. Et puis comme ça, je reviendrai te voir. On boira de coups. Le serveur pose la bière sur la table. Il veut en casser tout de suite. J'ai déjà remarqué que les serveurs ont leur propre langage. Ils terminent leur service, donc ils en cassent de suite. Peu importe s'ils sont toujours là 2 heures plus tard. C'est pareil dans tout Paris. Je donne mon billet de 5 €. No passe la tête. Baisse la tête. No baisse la tête. Je me profite pour observer un détail. Si on fait abstraction des traces noires sur son visage et sur son cou, cheveux sales, elle est très jolie. Si elle était propre, bien habillée et bien coiffée, si elle était moins fatiguée, elle serait peut-être même encore plus jolie que légèrement. Elle relève la tête. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Il est tard et mon père doit être en quête. Je rentre à la maison par le chemin le plus court. Je me répète la conversation en boucle. C'est facile parce que j'enregistre tout. Le moindre soupir, je sais pas d'où ça vient. Depuis que
suis toute petite. Je sais faire ça. Les mots sont pris dans ma tête. Comme sur une bande passante, sont stockés pendant plusieurs jours. Je vais se faire et à mesure ce qui doit l'être pour éviter l'encombrement. Le dîner est prêt, la table est mise. Ma mère est couchée, mon père pose les plats devant moi. Il attrape mon assiette pour me servir. Verse l'eau dans les verres. Je vois bien qu'il est triste. Il fait des efforts pour paraître enjoué, mais sa voix sont faux. Je sais reconnaître ça, entre autres choses. Ce sont les voix quand le mensonge est à l'intérieur. Et les morts qui disent les contraires des sentiments. Je sais reconnaître la tristesse de mon père. Et celle de ma mère, quand elle est dans le fond. J'avais le poisson pané et la purée. J'ai essayé de sourire pour la rassurer. Mon père est très fort pour animer une conversation et donner l'impression qu'il se passe des choses quand il ne se passe rien. Il sait faire les questions, les réponses, relancer la discussion, crasser, enchaîner sur les silences de maman. D'habitude, j'essaie de l'aider, de faire bonne figure, de prendre part. Je demande des précisions, des exemples. Je pousse les raisonnements. Je cherche la contradiction, mais cette fois, je ne peux pas. Je pense à mon exposé, à Lucas, à No. Je suis mêlée dans une même sensation de peur. Il me parle de son travail, d'un voyage qu'il doit faire prochainement. Je regarde le papier pendant la cuisine. Le dessin qu'il rend de quand j'étais petite collée au mur et les grands cadres avec les photos de nous trois, les photos d'avant. Tu sais, Dieu, il faudra du temps pour qu'on retrouve l'ancienne maman, beaucoup de temps. Il ne faut pas t'inquiéter, on y arrivera. Dans mon lit, je pense à nous, à son bouchon dont j'ai compté des trucs. Il y en a 5. 2 trous de cigarettes, 3 accros. Dans mon lit, je pense à Lucas. Il y a cette phrase qui revient. T'inquiète pas, Pépette, je suis sûre que tu vas bien se passer. D'accord. Une petite pause pour l'eau. What do you want? D'accord. Chapitre 7. Quand j'étais petite, je passais des heures devant ma glace et à essayer de recoller mes oreilles. Je me trouvais moche. Je me demandais si ça pouvait se réparer. Par exemple, en les enfermant tous les jours dans une bonnet de bain, été comme hiver, ou dans un casque de vélo. Ma mère m'avait expliqué que bébé je dormais sur le côté, l'oreille mal pliée. Quand j'étais petite, je voulais être un feu rouge, plus qu'un carrefour. Il me semblait qu'il n'y avait rien de plus digne, de plus respectable. Régler la circulation, passer du rouge au vert et du vert au rouge pour protéger les gens. Quand j'étais petite, je regardais ma mère se maquiller devant le miroir. Je suivais les gestes un à un. Les crayons noirs, le rímel, le rouge sur les lèvres. Je respirais son parfum. Je ne savais pas que c'était si fragile. Je ne savais pas que les choses peuvent s'arrêter. Comme ça, elle ne plus jamais revenir. Quand j'avais 8 ans, ma mère est tombée enceinte. Cela faisait longtemps qu'ils essayent d'avoir un deuxième enfant, mon père et elle. Elle était allée chez le gynécologue. Elle avait pris des médicaments
Elle avait eu des piqûres. Et puis ça avait fini par venir. Dans l'encyclopédie des mammifères, je vais étudier la reproduction utérine. Et j'ai vu des spermatozoïdes et tous ces trucs-là. Alors, j'avais pu poser des questions précises pour comprendre ce qui s'est passé. Le médecin avait parlé d'une fécondation in vitro. J'aurais trouvé ça épique d'avoir un frère et une sœur fabriqués dans une éprouvette. Mais finalement, il n'en avait pas eu besoin. Ma mère est tombée enceinte au moment où il n'y croyait plus. Le jour où elle a fait les tests, nous avons bu du champagne et trinqué en levant nos coupes. Il a failli en parler à personne avant que les 3 mois soient passés. Les 3 mois où les mères risquent de perdre les bébés. Moi, j'étais sûre que ça allait marcher. Je suivais dans mes encyclopédies la taille de l'embryon, les différentes étapes de son développement et tout. J'observais les schémas et je faisais des recherches complémentaires sur Internet. Au bout de quelques semaines, on a pu l'annoncer à tout le monde et on a commencé à se préparer. Mon père a transféré son bureau dans le salon pour déparer la pièce. On a acheté un lit pour le bébé qui était une fille. Ma mère a sorti les habits de quand j'étais petite. On a les triés ensemble. On a tout installé, bien plié dans la grande commode laquée. L'été, nous sommes partis à la montagne. Je me souviens du ventre de maman, dans son maillot de pain rouge, au bord de la piscine, de ses cheveux longs abandonnés au vent, de ses siestes à l'ombre du parasol. Quand nous sommes rentrés à Paris, il ne reste plus que 2-3 semaines avant la naissance. Je trouvais ça incroyable d'imaginer qu'un bébé allait sortir du ventre de maman, que cela puisse se déclencher comme ça, d'un seul coup, sans prévenir. Même si j'avais lu beaucoup de choses dans ces livres de grossesse, même si tout cela pouvait expliquer de manière scientifique, un soir, ils sont partis à la maternité. Ils m'ont laissé chez la voisine d'en face pour la nuit. Mon père portait la valise que nous avions préparée ensemble, avec les petits pyjamas et chaussons en toutes. C'est vrai qu'ils étaient heureux. Le matin très tôt, il a téléphone. Ma sœur était née. Le lendemain, j'ai pu aller la voir. Elle dormait dans un lit plastique transparent, monté sur des roulets, à côté de ma mère. Je sais qu'on envoie des avions supersoniques et des fusées dans l'espace, qu'on est capable d'identifier un criminel parti d'un cheveu d'une minuscule particule de peau, de créer une tomate qui reste 3 semaines au réfrigérateur sans prendre une ride, et qu'on peut faire tenir dans une puce microscopique des milliards d'informations, mais rien de tout ce qui existe et ne cesse d'évoluer ne me paraîtra plus incroyable, plus spectaculaire que ça. Thaïs était sortie du ventre de maman. Thaïs avait une bouche, un nez, des mains, des pieds, des doigts, des ongles. Thaïs ouvrait et fermait les yeux, bâillait, têtait, agitait ses petits bras, et cette mécanique de haute précision avait été fabriquée par mes parents. Parfois, quand je suis seule à la maison, je regarde les photos les premières. Il y a Thaïs dans mes bras. Thaïs endormie sur le sein de ma mère. Nous 4, assis sur la lit de la maternité. Celle-ci, c'est ma grand-mère qui l'a prise. Elle n'est pas très bien cadrée. On voit la chambre
en arrière-fond. Les murs bleus, les cadeaux, les boîtes, les chocolats. Il y a surtout les visages de maman incroyablement lisses et son sourire. Quand je feuille dans le petit coffre et vois où les photos sont rangées, j'ai le cœur qui bat très fort. Déchirer ma poitrine, maman serait folle si elle me surprenait. Au bout de quelques jours, ils sont revenus à la maison. Je m'ai bien changé Thaïs, lui donner son bain, essayer de la consoler quand elle pleurait. Je me dépêchais de rentrer de l'école pour les retrouver. Quand il a commencé à boire au biberon, je m'installais sur la canapé au cousin calé sur le bras pour lui donner celui de soir. Il fallait faire attention aux bulles d'air à la vitesse de la tétine, je m'en souviens. Ces moments ne nous appartiennent plus. Ils sont enfermés dans une boîte, enfuis au fond d'un placard, hors de portée. Ces moments sont figés comme sur une carte postale ou un calendrier. Les couleurs finiront peut-être par passer d'entendre. Ils sont interdits dans la mémoire de dans les mots et dans les mots. Beds and beer are both lousy, you ask me. Un dimanche matin, j'ai entendu le cri de maman, un cri que je n'oublierai jamais. Encore aujourd'hui, quand je laisse mon esprit vagabonder, quand je ne surveille pas les chemins, mes pensées, quand je flotte dans ma tête parce que je m'ennuie, quand autour de moi le silence se prolonge, le cri revient et me déchire le ventre. Pardon. J'ai couru dans la chambre. J'ai vu maman qui secouait Thaïs en hurlant. Je ne comprenais pas. Il la serrait contre elle. Secouait le nouveau embrassé. Thaïs avait les yeux fermés. Mon père était déjà au téléphone pour appeler le SAMU. Et puis maman se laissait glisser sur la moquette. Elle s'est recroquevillée sur le bébé, à genoux. Elle pleurait, en disant non, non, non. Je me souviens qu'elle était sûrement vêtue d'un soutien-gorge et d'une culotte. Je me suis dit que ce n'est pas une tenue pour recevoir les gens. En même temps, il me semblait que quelque chose était en train de passer. Quelque chose d'irrémédiable. Les médecins sont arrivés vite. Ils ont examiné Thaïs et je sais que maman a vu dans leurs yeux que c'était fini. C'est à ces moments-là que papa a pris conscience que j'étais là. Il m'a emmené à l'écart. Son visage était pâle et ses lèvres tremblaient. Il m'a serré très fort dans ses bras, sans un mot. Il y a eu les faire-part, des conversations à voix basse. Les innombrables coups de téléphone. La lettre, l'enterrement. Et puis un grand vide comme un trou noir. On n'a pas tellement pleuré, je veux dire, tous ensemble. Peut-être qu'on aurait dû, peut-être qu'aujourd'hui ce sera plus facile. La vie a repris comme avant, avec le même rythme, les mêmes horaires, les mêmes habitudes. Ma mère était là avec nous, elle préparait les repas, faisait la machine, attendait les langues, les linges. Mais c'était comme si une part d'elle s'était absentée pour rejoindre Trace, dans un endroit qu'elle seule connaissait. Elle a prolongé son premier arrêt de maladie par une seconde, et puis un autre encore. Elle ne pouvait plus travailler. J'étais en CM2. L'intrus était démon à voir mon père parce qu'il trouvait que j'avais un comportement anormal pour un enfant de mon âge. J'ai assisté à l'entretien. Elle a dit que j'étais renfermée et solitaire, que je fasse preuve de maturité inquiétante. Je me souviens de ces mots. Elle a fait allusion à la mort subite de Thaïs. Toute l'école savait et a dit que c'était un grand traumatisme pour une famille, que chacun risquait de se perdre
qui faillit se faire aider. C'est elle qui a conseillé à mon père de m'amener voir une psychologue. C'est pourquoi, jusqu'à la fin de l'année, j'ai été voir Madame Cortance tous les mercredis. Elle m'a fait repasser les tests du QI et les autres tests avec des noms bizarres ou des initiales dont je ne me souviens plus. Je suis allée s'entraîner les pieds. Pour faire plaisir à mon père, je refusais de faire des dessins et tous ces trucs comme faire des enfants chez les psychologues pour devenir des choses qu'ils pensent sans vraiment les penser, sans savoir qu'ils les pensent. Mais j'acceptais de parler. Madame Cortance hocha la tête avec beaucoup de conviction. M'interrompait rarement. Je lui faisais part de mes théories sur le monde. C'est à ce moment-là que j'ai commencé. Théorie de sous-ensemble, théorie d'infiniment stupide, théorie de corrélés, les équations sont inconnues. Segment visible et invisible. Et j'en passe. Elle écoutait vraiment, se rappelait toujours, et ce que j'avais dit la fois précédente, se lançait dans les rapprochements ou des déductions. Et j'hochais dans la tête à mon tour, pour ne pas le contrarier, ni lui faire de la peine. Parce que Madame Corton, avec un chignon incroyable, pose au-dessus de la tête dans la hauteur, révélait sans aucun doute de la pure magie. Ma mère est tombée malade. Nous l'avons vue s'éloigner, petit à petit, sans pouvoir la retenir. Nous avons tendu la main sans pouvoir la toucher. Nous avons crié sans qu'elle semble nous attendre. Elle ne parlait plus, ne se levait plus. Elle restait au lit toute la journée. Ou dans le grand fauteuil du salon, elle s'ennuyait devant la télé. Parfois, elle me caressait les cheveux, le visage, le regard dans le vide. Parfois, elle serrait ma main, comme ça, sans raison. Parfois, elle m'embrassait les yeux. Elle ne prenait plus ses repas avec nous. Elle ne s'occupait plus de la maison. Mon père lui parlait pendant les heures. Parfois, il est fâché contre elle. J'entendais les éclats de voix qui venaient de la chambre. J'essayais de distinguer les mots et les prières. Je collais mon oreille contre le mur. Je me dormais comme ça, assise dans mon lit. Il me réveillait en sursaut, comme mon corps retombait sur les draps. L'été suivant, nous avons rejoint des amis à la mer. Maman est restée presque tout le temps dans la maison. Elle n'a pas mis son maillot de bain, ni ses sandales avec les grosses fleurs au milieu. Je crois qu'elle s'habillait tous les jours, de la même manière quand elle pensait à s'habiller. Il faisait chaud cette année-là, une drôle de chaleur moite, collant à tout. Avec mon père, nous avons essayé de rester gais, de retrouver l'ambiance de nos vacances, comme avant. Mais nous n'étions pas assez forts. Maintenant, je sais une bonne fois pour toutes qu'on ne chasse pas les images, et encore moins des brèches invisibles qui se creusent au fond des ventres. On ne chasse pas la récompense, ni les souvenirs qui se réveillent quand la nuit tombe, ou au petit matin. On ne chasse pas l'écho, les cris, et encore moins celui de silence. Ensuite, comme chaque année, je suis partie un mois en Dordogne, chez mes grands-parents. À la fin de l'été, mon père est venu me rejoindre.
Il avait des choses importantes à me dire. Ma mère avait été admise dans un hôpital spécialisé pour les personnes en grave dépression. Et j'étais inscrite à Nantes, dans un collège spécialisé pour les enfants en intellection précoce. J'ai demandé à mon père dans quoi il avait l'intention de se spécialiser. Il a souri et m'a pris dans ses bras. J'ai passé 4 années à Nantes. Quand j'y pense maintenant, cela paraît beaucoup. Je veux dire si on compte 1, 2, 3, 4 années scolaires. Chacun correspond environ à 10 mois. Chaque mois comportant 30 ou 30, et un jour, cela paraît énorme. Je ne compte pas les heures, ni les minutes. Pourtant, ce temps-là s'est ramassé sur lui-même, vide comme une page laissée blanche dans un cahier. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souvenirs, mais que les couleurs sont fausses, éclatées, comme sur une photo surexposée. Je rentrais à Paris un week-end sur 2. Au début, j'allais voir ma mère à l'hôpital, le cœur serré, la peur au ventre. Ses yeux étaient vitreux comme ceux des poissons morts. Son visage figé. Elle regardait la télévision dans la salle commune. De loin, je reconnaissais son corps voûté. Du tremblement de ses mains. Mon père essayait de me rassurer. Il prenait beaucoup de médicaments. Il y avait des effets secondaires, mais les médecins étaient optimistes. Elle allait mieux. Plus tard, elle est sortie. Il venait me chercher à la gare Montparnasse avec lui. Elle m'attendait au bout de quai. De loin, j'essayais de m'habituer à sa silhouette immobile, brisée. Nous nous embrassions sans effusion. Mon père attrapait mon sac et nous nous dirigeons vers l'escalator. Je respirais à plein poumon l'odeur de Paris. Nous montions tous les trois dans la voiture. Le lendemain, il me ramenait à la gare. Le temps était passé si vite, il fallait repartir. Pendant des semaines, j'ai rêvé qu'un dimanche soir, mon père dirait qu'il n'est plus possible, reste avec nous, tu ne peux pas être si loin, qu'il ferait demi-tour avant d'arriver à la gare. Pendant des semaines, j'ai rêvé qu'au dernier feu rouge, ou bien au moment de couper le contact. Il dirait c'est absurde, ou bien c'est ridicule, ou bien ça fait trop mal. Pendant les semaines, j'ai rêvé qu'un jour il appuierait sur l'accélérateur, pied au plancher, et nous projetterait tous les trois dans les murs du parking, unis pour toujours. J'ai fini par revenir de bon. J'ai retrouvé Paris, une chambre d'enfant qui me ressemble plus. J'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans un lycée normal pour élèves normaux. Je voulais que la vie reprenne comme avant, quand tout semblait simple et s'enchaîner sans qu'on y pense. Je voulais que plus rien ne te distinguait des autres familles, où les parents prononcent plus de 4 mots par jour et où les enfants ne passent pas leur temps à se poser toutes les mauvaises questions. Parfois, je me dis que Thaïs aussi devait être intellectuelle précoce. C'est pour ça qu'elle a lâché l'affaire quand elle a compris quelle galère ça allait être. Et que contre, s'il n'y a rien, pas de remède, pas d'antidote. Je voudrais seulement être comme les autres. J'ai envie de la aisance, le rire, leur histoire. Je suis sûre que possède quelque chose que je n'ai pas. J'ai longtemps cherché dans le dictionnaire. J'ai longtemps cherché dans le dictionnaire un mot qui dirait la facilité, l'insouciance, la confiance en tout. Un mot que je collerais dans mon cahier, les lettres capitales comme une incantation. L'automne est venu et nous essayons de reprendre le corps de notre vie. Mon père a changé le travail. Il a fait repeindre les murs de la cuisine et ceux du salon. Ma mère va mieux. C'est ce qu'il répond au téléphone
Oui, oui, Anouk va mieux, beaucoup mieux. Elle récupère petit à petit. Parfois, j'ai envie de lui arracher le téléphone des mains et d'y hurler à toute force. Non, Anouk ne va pas mieux. Anouk est si loin de nous que nous ne pouvions pas lui parler. Anouk ne reconnaît pas à bien. À peine. Il vit depuis 4 ans dans un monde parallèle, inaccessible, un genre de 4e dimension, et ce fut pas mal de savoir si nous sommes vivantes. Quand elle rentre chez moi, je la trouve assise sur son fauteuil, au milieu du salon. Elle n'allume pas la lumière. Du matin jusqu'au soir, elle reste là. Je le sais, sans bouger. Elle déplie une couverture sur les genoux. Elle attend que le temps passe. Quand j'arrive, elle se lève, accomplit une succession de gestes et de déplacements. Par habitude, et par automatisme, sort du placard des paquets de biscuits, pose les verres sur la table, s'assoit près de moi sans rien dire, ramasse la vaisselle, range ce qui reste, passe un coup d'éponge. Les questions sont toujours les mêmes. T'as passé une bonne journée, t'as beaucoup de travail aujourd'hui, t'as pas eu froid avec ton poisson. Elle écoute les réponses d'une oreille distraite. Nous sommes dans les jeux de rôle. Elle est la mère et moi la fille. Chacun respecte son texte et suit les indications. Plus jamais elle ne pose la main sur moi. Plus jamais elle ne touche mes cheveux, ne caresse ma joue. Plus jamais elle ne prend par le cou et par les tailles. Plus jamais elle me serre contre elle. D'accord. Et puis je vais finir maintenant pour ce soir. I'm going to finish for tonight. Je veux vous dire merci. I want to say thank you. En particulier les gens qui avaient resté sur le Twitch stream. Parce que c'est beaucoup. Merci beaucoup. Particularly the people who have stayed on the Twitch stream. That means a lot to me. Thank you so much. I really appreciate it. Oui, cette vidéo là, ce sera sur YouTube. Et j'espère que c'était bien pour vous, pour les gens qui voulaient lire Noé et moi pour l'école, mais qui ne veulent pas les lire. C'est bon. J'essaie maintenant à rappeler. Je t'ai eu. Alors, je vais sauver la page. C'était la page. Je crois que c'était chapitre 8. Page 56. 56, non et moi. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette stream dans les comments. Tell me what you guys thought of the stream in the comments. Je vais faire une autre, peut-être la même livre, un livre différent parce que j'ai beaucoup des options. I'm going to do another one, maybe the same book or a different book. I have lots of options. J'espère que vous aimez bien l'ambiance de Skyrim. Dites-moi si vous avez des autres idées pour les jeux d'avoir dans le background. Tell me if you have any other ideas of games in the background. I hope you like the ambience of Skyrim. Et ouais, si vous regardez dans YouTube, s'il vous plaît, laisse-moi un comment. Aime la vidéo, subscribe à mon channel, je sais pas, je suis désolée. Encore, je vais dire, je suis fatiguée et bilingue. Ouais,
si tu regardes le vote dans Twitch ou YouTube, être sûr pour venir à les streams live parce que c'est une bonne expérience et la même chose pour pour vous rejoindre les Discord. D'accord. Merci. If you are watching on YouTube, thank you so much for watching. I hope you have enjoyed. Please like, comment, share, subscribe. I'd really appreciate it. If you're watching the VODs on YouTube or Twitch, consider coming to check us out live. It's a nice experience, lots of good people. Same thing goes for joining the Discord server. Link for the Discord is pinned if you want that. Thank you for such a great stream. I love listening to your reading. I'm so glad. That makes me so happy. Thanks for the stream. Guys, I really love doing this. I'm glad you guys enjoyed. This means a lot to me. So thank you so much for being here. I would definitely love to do another one of these. Maybe an English book next time to cater to all of my audience. Such a calming voice. I really appreciate that. Thank you. That's like one of the best compliments, in my opinion. Yeah, I hope you guys have an amazing rest of your days and nights. J'espère que vous passez une bonne soirée, bonjour. Et merci pour tout. And I will see you all next time. Okay. Good night everyone. Bonne nuit tout le monde. Merci.